Alors, on va commencer par des gens que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Salut Julien, je pense que c'est la première fois que tu viens, non? Ouais, c'est la première fois. Bah, salut Julien, enchanté, nice to meet you. Comment tu vas? Bah, très bien. Très Alors bien. toi, t'es dans quelle prépa? Je suis à Clémenceau à Nantes, Et t'es dans quelle filière exactement? en psy, En psy, ok. Psy étoile ou psy tout court? tout court. Psy tout court. Ok, ok, très bien. Écoute, bienvenue. Abdelwadoud, mais t'es un ancien de l'éducatif, comment vas-tu? Oui, ça va très bien et toi? Bah ça va, moi je croyais que t'avais intégré. T'as intégré ou t'as pas intégré? Si, j'ai intégré, mais je repasse les concours en libre. Et tu viens, on t'a manqué. T'es venu parce que t'avais encore envie de faire des maths. T'as intégré quoi exactement? C'est que, en fait, j'ai fait MP étoile en 5,5. Ok. Ben, j'ai eu Centrale Paris à l'écrit et à l'oral, on m'a donné de la chimie. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu 3 aux deux physiques et je suis dans une CCP. Enfin, j'ai la bourse, mais bon. Et j'aime pas trop, donc je me inscris au concours aussi. Donc, Ok, cool. Eh ben écoute, leçon numéro 1, il faut tous bosser la chimie. Vous voyez, ça sert à ça les séminaires éducatifs, de tirer les leçons des gens qui ont fait des boulettes. j'ai Bon, eu de la chimie dans Centrale Physique 1 et Centrale Physique 2. ok, t'as pas eu de chance quoi. J'ai eu trois Ok. maths. Et Ok. même avec un 17 et un 16 en maths, ça n'a pas pu pour que j'intègre Centrale Paris. Donc. Ah, il nous glisse quand même qu'il est pas mauvais en maths. Il a une réputation à défendre. Isor, salut, comment vas-tu? Salut, Alors, il y a un petit. Non, oui, vas-y, Isor, excuse-moi. ça va bien. Ok, super. Alors, Grégoire, salut, s'il te plaît, si tu peux ne pas faire de bruit parce que ton micro il est près de ta barbe. Mais comment vas-tu déjà? Bonjour Grégoire. Bonjour aussi. Ouais. Ça va? Ah, t'as l'air tristounet. Ah, on voit le stress du 5 demi. Hein. Là, Non, on a juste perdu contre l'Écosse. Ah, oh, quel sport? Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le futsal, le quoi? Il s'est passé quoi aujourd'hui? C'est du rugby, putain. J'ai pas trop non mais mec. Non, mais je regarde pas le rugby. Moi, je suis un footballeur. Bref, Jeanne, bonjour Jeanne. Bonjour. Tu vas bien? On n'a pas des contre l'Écosse. Non, en vrai, je m'en fous, j'ai vu ça sur le monde, mais bon, c'est pas grave. Ok. Moi, je me tiens informée, tu vois. Merci Jeanne pour ta remarque. Eurydice, suis-je une nouvelle, je pense. J'étais là la semaine dernière aussi. Enfin, il y a 2 semaines. Aucune mémoire. Ah ouais, t'étais là, t'avais ta caméra et tout. À la fin, je suis venue en retard. Ah voilà, non mais après j'étais un peu, voilà, il y a trop de gens, tout. Mais alors toi, t'étais dans quelle prépa toi? Je suis à Blaise Pascal, Ok, quelle filière? en MP. Ok, écoute, bienvenue. Alors Yacine, alors il y a Pierre, il a enlevé sa caméra. Yacine Souci. Mais toi je te connais Yacine, on s'est déjà vu je pense. Attends, t'as coupé ton micro. Alors attends, ou alors c'est moi qui ai coupé ton micro. 2 secondes. Alors là tu peux parler ou pas? Ouais, Ah voilà, c'est bon, là on t'entend. Tu vas bien? ouais, ça va super. Et toi? Ouais, tranquille. Alors toi rappelle-nous t'es dans quelle filière et dans quelle prépa? En psy à la Canal. Ok, cool. Psystar je pense. Ouais, c'est ça. Ah, il est timide, il est modeste, Yacine. Bon, Yacine, cette année, X 2018, on compte sur toi. Florent, alors salut Florent, t'es dans quelle prépa toi? Salut, moi je suis en PT à Nîmes. Ok, alors toi t'étais déjà là, je pense, il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Ok, super. Alors Marco, toi aussi, répète-nous dans quelle filière tu es, bienvenue. Toi, tu es en PT, rappelle-nous ta prépa. Moi, pareil, je suis en PT à Nîmes avec Florent. Ah, ok, t'es un pote de Florent. Ok, super, bah écoute, bienvenue les gars. Et Quentin, alors Quentin, toi t'es en MP Star, c'est ça? Ouais, à Kerich. Ok, super. Bah écoutez, bienvenue les amis. Alors, je regarde juste si il n'y a pas plus de gens. 2 secondes. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent petit à petit. Ah, Excuse-nous Alexis. moi je comprenais pas, c'était bizarre. On en avait marre, tu vois, on avait envie que, voilà, on en avait marre de toi. Non, moi c'est... donc il y a quelques nouveaux là, oui, excusez-moi. Parce qu'en fait les gens arrivent un petit peu en retard. Alors Amine Lassini, salut Amine. Attends, j'ai peut-être coupé ton son à toi. Alors... vas-y Amine. Allô? Ouais, salut Amine. Alors explique-toi, t'es dans quelle prépa toi? Alors, je suis en MP à Masséna à Nice. Ok. Et MP ou MP étoile? Non, non, MP. Ok, on t'accepte quand même, il n'y a pas de souci. Tu es le bienvenu Amine. Mais alors, attends, Saban. Alors toi Saban, 2 secondes, je vais activer ton son.
Ouais. Alors, Saban? Salut. Salut Saban. Alors, ça se prononce Saban, Saban? Saban. Saban, ok. Eh bien, nice to meet you. Bienvenue à Lucassi. Tu es dans quelle prépa, toi, Saban? MP étoile Stanislas. En sixième. Ok. Ah, MP étoile. Ah, t'es dans la classe de Salim, non, peut-être? Non, il est en psy. Ok. Il y avait un Salim l'année dernière avec nous à Stanislas, et dans mes souvenirs, qui n'était pas mauvais du tout. Et Alexis, alors Alexis, c'est moi qui ai coupé ton son, c'est toi qui l'as coupé? Non, non, c'est moi. Ok, cool. Alors, on va commencer tout de suite, les amis. On en est 2 secondes. Ok, on peut commencer. Donc, aujourd'hui, on va faire, comme la dernière fois, une séance un petit peu intense d'algèbre, courte mais dynamique. Et on va revoir plein de résultats sur les endomorphismes symétriques et les endomorphismes orthogonaux. Parce que c'est quand même un truc qui tombe hyper souvent. Et c'est un peu comme la dernière fois. J'ai pas envie qu'on fasse des choses... J'ai pas envie qu'on fasse des choses trop dures, mais on va les faire rapidement et on va les enchaîner. Donc, c'est parti. Alors, Jean-Paul, Jean-Paul, tu t'es pas présenté? Non. Excuse-moi, Jean-Paul. On peut pas commencer sans que tu te présentes. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? MP, à Grignard, dans la Manche. Ok, top. Écoute, bienvenue. Donc, c'est parti. On va se placer donc dans un espace vectoriel E de dimension finie. Ok. Et on va considérer un endomorphisme U appartenant à L de E qui est symétrique. Alors, au cas où vous ne vous souvenez pas de ce que c'est que la définition d'un endomorphisme symétrique, ça veut dire que pour tout xy appartenant à E carré, U de x scalaire y est égal à x scalaire U de y. Ok? Et normalement, si vous avez un minimum d'esprit critique, vous vous dites, mais quel est le lien entre un endomorphisme symétrique et une matrice symétrique? Donc, première question très simple. Soit B, donc on considère un endomorphisme symétrique, donc a priori ça n'a rien à voir avec une matrice symétrique, mais quand même, soit B une base orthonormée de E, pourquoi est-ce que la matrice de U dans la base B est symétrique? C'est-à-dire qu'elle appartient, encore une fois, hein, parce que tout le délire sur ce chapitre, c'est que le mot symétrie, il est un peu ambigu. On sait ce que c'est qu'une matrice symétrique, on sait ce que c'est qu'un endomorphisme qui est une symétrie, c'est U carré égale identité, et un endomorphisme symétrique, ça ne veut pas dire que c'est une symétrie, ça veut dire qu'il vérifie ça. Donc la question est quel est le lien entre ces différentes notions et comment on fait pour ne pas s'embrouiller et être solide d'un point de vue psychologique. Donc première question, la première erreur c'est de croire que quelle que soit la base que je choisis, la matrice d'un endomorphisme symétrique dans cette base est nécessairement symétrique. C'est faux. C'est uniquement dans une base orthonormée et on va montrer pourquoi. C'est très simple, mais il faut savoir le montrer pourquoi. Pourquoi la matrice dans une base B? Donc la question c'est pourquoi. Est-ce que je suis clair ou ça paraît bizarre? Vous êtes tous d'accord avec ce que je viens de dire? Après, vous êtes un peu timide, vous ne vous connaissez pas entre vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, première question. Et c'est comme la semaine dernière, il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'étais malade. Hein. Vraiment, je m'excuse. Même là, vous devez sentir que ma voix est un petit peu moins... je peux aller moins monter dans les aigus que d'habitude. Donc, Alexis, elle est partie où, Kenza? Là, elle est au ski avec sa classe. Ah super, en PC étoile, on part au ski quoi. Ah, super les prépas de province. Ça, c'est Montpellier, ça. Ouais, super les gars du Sud. Vraiment motivés pour les concours quoi. Bon, donc, excusez-moi. Elle va se péter un bras. Oh, l'équipe très Grégoire. Hop, une petite candidate en moins. Bon, et pas des moindres. Bon, alors, pourquoi si U est un endomorphisme symétrique, la matrice de U dans une base orthonormale, moi je sens que Saban il l'a trouvé. Saban, tu sais pourquoi? Alors. Attendez, il faut que je l'écrive, mais. Je te laisse 2 minutes. Abdelwadou de CCP par erreur, là, Centrale Manger Epsilon. Retourne. Tu veux dire la réponse? Comment, Amine? T'as une réponse, Amine? Ben, je pense, pour que ça soit symétrique, il faut que MIJ soit égal à MJI. Tout à fait. Et ben, j'écris MIJ comme produit scalaire de U de EI scalaire EJ.
Ah, donc c'est quoi E1, EN? Ben, c'est la base orthonormale. Absolument. Soit E1, EN, la base B. Vas-y, Amine. Et U l'endomorphisme symétrique. Absolument. Alors, on a MIJ. Alors, si on appelait cette matrice-là la matrice M, on a MIJ, vas-y. Est égal produit scalaire de U de EI. Alors, est-ce que tu es sûr? Toi, tu dis c'est U de EI scalaire EJ? Oui. C'est pas exactement ça. C'est pas ça. Regarde, on s'embrouille pas. On fait U de E1, U de EN en fonction de E1, EN. Du coup, MIJ, c'est la IM ligne, JM colonne. Donc, MIJ, c'est quoi exactement? Et EI, U de EJ. Voilà, c'est U de EJ, scalaire EI. D'accord. Et U est symétrique. Voilà, donc du coup, ça fait EJ scalaire U de EI. Est égal à MJI. Exactement, ça c'est égal à MJ. Et du coup, c'est symétrique. Absolument, ouais, c'est pas dur. Hein. Mais juste, il faut le savoir d'où ça vient, quoi. C'était juste pour se mettre en jambe. Ok, les gars? C'est pas dur. Hein. Vous avez compris, hein? On est d'accord? You can go ahead. Super. Alors, on va continuer dans les questions pas dures. Soit U. En dimension finie, soit U appartenant à L de E symétrique et nilpotent. Que dire de U? Qui a dit il est nul? U. C'est toi, Abdelwadoud? L'endomorphisme est nul. Alors pourquoi? Symétrique réel, théorème spectral, diagonalisable, nilpotent, nul. Voilà. Vous êtes d'accord, les amis, ou pas? Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? On va le refaire, je vais tout réviser. Alors, que dire de U? Il a raison, Abdelwadoud, il raisonne par association d'idées symétriques réelles, théorème spectral, diagonalisable dans une base orthonormée. Il n'y a pas à trop réfléchir. Donc U est diagonalisable. U diagonalisable. Dans une base orthonormée, ici même, on s'en fout que ce soit dans une base orthonormée, juste diagonalisable. Donc, U diagonalisable, nilpotent. Abdel, il a dit diagonalisable, nilpotent, c'est tout de suite que ça veut dire que c'est nul. Si vous avez un petit doute, parce que vous ne connaissez pas ce petit résultat, ben vous dites si je suis diagonalisable, ça veut dire que la matrice de U dans une base qui m'arrange, ben c'est égal à alpha 1, alpha n, 0, 0. OK? Si c'est nilpotent, ça veut dire qu'à la puissance P, ça fait ça. Et vu que ça fait 0, on prend P l'indice de nilpotence, enfin le premier 1 qui marche, vu que ça fait la matrice nulle, c'est que chacun des alpha i vaut 0, donc U est nul. Tu peux répéter l'argument pour lequel tu es passé de symétrique à diagonalisable? Alors peut-être que vous ne l'avez pas tous fait. Il y a un chapitre qui s'appelle les espaces pré-hilbertiens en SP, qui est et justement, c'est aussi une introduction à ce chapitre. Normalement, à ce stade de l'année, vous l'avez tous fait. Bah, non, nous, on le fait en mars, par exemple. Enfin, dans ma classe, on le fait en fin d'année. Nous, on va le commencer la semaine prochaine. Ok, après, justement, mais en même temps, ce chapitre, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Honnêtement, il se résume à 2 ou 3 résultats. Et le premier résultat, c'est soit U est un endomorphisme dans un R espace vectoriel, un endomorphisme symétrique, alors il est diagonalisable dans une base orthonormée. Vraiment, c'est le truc. C'est genre le résultat du chapitre. Et rien qu'avec ça, vous faites déjà plein d'exos. Ok? Donc, si un endomorphisme est symétrique et nilpotent, eh ben il est nul. Ok? Donc, oui, tiens, si U est symétrique, alors, dim de E égale N, U symétrique, montrer que E égale quart de U
plus im de u. Ne vous inquiétez pas, on va faire des trucs un peu plus chauds après. Mais là, je fais juste, j'ai envie un petit peu, c'est un peu les exos de bienvenue, vous voyez, pour que les nouveaux se sentent chez eux. Alors, champ Yacine que tu as trouvé. J'ai pris un élément dans le noyau et un élément dans l'image. Ok, très bien, vas-y après. X1 appartenant à ker U et X2 appartenant à im U. Alors. Toi, tu dis soit X1 appartenant à ker de U, X2 appartenant à im de U, vas-y. Donc on écrit le produit scalaire. X1 scalaire X2. Ok. X2 appartient à in de U, donc il existe un élément X tel que X2 est égal à U de X1, U de X2. Ok, donc ça fait X. Tu veux dire que c'est X1 scalaire U de X3, on va dire? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc comme l'endomorphisme est symétrique, on passe le U de l'autre côté, donc là, est égal à U de X1 scalaire X3. Ok. X1 appartient au noyau, donc le produit scalaire est nul. Ok, donc ça veut dire que les deux espaces sont orthogonaux. Oui. Est-ce que deux espaces orthogonaux, Yacine, sont nécessairement en somme directe? Oui. Alors pourquoi? Ils sont en somme directe. Je répète, hein. Donc là, on vient de montrer que si je prends un vecteur ici, un vecteur là, je fais leur produit scalaire, ça fait 0, c'est vrai. Maintenant, déjà, petit 1, pourquoi est-ce qu'ils nécessairement ils sont en somme directe? Ils sont en somme directe parce que leur intersection est nulle. Alors pourquoi leur intersection est nulle? On peut l'écrire si on prend un X appartenant à ker de U inter im de U. Si X appartient à ker de U inter im de U, vas-y. On a U de X égale 0 et il existe un Y tel que U de Y égale X. Absolument, on a X égale I de Y. Et U de X égale 0. Et oui, et U de X égale 0.
Euh, 2 secondes, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le vigile. 2 secondes. Ouais, il y a Rida qui a donné la bonne réponse là. 2 secondes. Salut Christophe. Je pense que je t'ai coupé ton son, Christophe. Salut. Non, c'est bon, tu nous entends. Alors, Rida a donné la bonne réponse. Je pense que c'est Rida de Thiers. Alors, Yacine, toi, t'as trouvé ou pas? Non. Selon moi, non. Alors, en fait, je suis assez timide. Hein. Je répète, les amis, là, tous les autres du groupe. Là, on a montré que les deux espaces ker de U et m de U étaient orthogonaux. Ma question, c'est pourquoi est-ce que, déjà de manière générale, deux espaces orthogonaux en dimension finie sont toujours en somme directe, mais ici encore plus, parce qu'on écrit que si x appartient à l'intersection, on a norme de x au carré, c'est égal à x scalaire x, c'est donc égal à x scalaire u de y, et donc c'est égal à u de x scalaire y, c'est égal à 0. Et de manière générale, en fait, Yacine, si f est orthogonal à g, si je prends x qui appartient à f inter g, bah par définition, x il appartient à f, x il appartient aussi à g. Donc, x au carré, là, ça fait 0, parce que c'est égal à x carré x. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a un son bizarre. Non, je sais pas c'est qui. Je sais pas savoir c'est qui. Bon, vous êtes d'accord, hein? Donc là, on a montré le petit rond. On a montré que ker de U et im de U sont nécessairement en somme directe orthogonale. Mais pourquoi la somme fait E? Avec le théorème du rang. Absolument, avec le théorème du rang. C'est quand même pas très dur. Au pire, tout le monde coupe son son et quand quelqu'un veut parler, il met son son. C'est vrai, il y a quelqu'un, il a cassé l'ambiance. Je sais pas c'est qui. 2 secondes, on va voir. Non, c'était peut-être Abdelwadoud, je sais pas. Attends, parce que toi aussi tu l'entends, Abdelwadoud? Oui. Ben là, il est parti le son. Il est parti. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a discrètement coupé son micro. Eh bien, continuons à avancer. Donc, On s'entend encore, moi aussi. là, je l'entends, ouais. Qui est-ce? Bon, je sais pas c'est qui. Alors, ouais, tiens, dernier exercice facile, après on va commencer à faire des trucs un peu plus marrants. Parce que ça aussi c'est bidon. Hein. On est d'accord, ça c'est vraiment, on va dire, c'est les premières questions de concours. Dans les concours, vous avez toujours 2-3 questions un peu pour se chauffer. Et moi j'ai vraiment envie que vous ayez confiance en vous dans les premières questions. Donc voilà, tout ça vous êtes censé, c'est facile. Pauline, oui. C'est complètement con, hein, mais ce qu'on a fait au début, là, ça servait à montrer quoi? Ça c'était pour montrer que ker de U et im de U sont orthogonaux. On a pris un dans un espace, le deuxième dans un autre, on a fait le produit scalaire, ça fait 0. Ok? Walid, je suis fatigué. Je vois pas en quoi le théorème du rang nous aide. Alors, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, là, on a montré que les deux étaient en somme directe orthogonale. Mais la question, c'est est-ce que la somme des deux recouvre complètement E? Oui, non, mais sauf qu'en fait, la somme des dimensions fait la dimension de E. Mais pourquoi? À cause du théorème du rang. Le théorème du rang, il te dit quoi? Il te dit dim de ker de U plus rang de U égale N. Ah, je me fatigue, putain. Mais non, Grégoire, t'inquiète. Ça nous arrive à tous. Ok, les amis? Donc, passons à autre chose. Énoncé d'une ligne. Déterminer, on va dire, soit U symétrique
et orthogonale. Que dire de U? Pardon, juste, c'est quoi déjà un endomorphisme orthogonal? Parce Alors, qu'on l'a pas du coup, j'ai oublié. je pense que tu l'as fait l'année dernière, Yacine. Oui, l'an dernier, oui. J'ai oublié quelques définitions. Alors, un endomorphisme orthogonal, c'est un endomorphisme qui préserve la norme, qui vérifie simplement pour tout x, norme de U de x égale norme de x. Ok. Toujours qu'il y a une petite ambiance solennelle là. On voit que les concours, c'est dans pas longtemps. Sans que. Avant, les gens faisaient des blagues et tout ça. Là, le taux de blague, il est décroissant. Hein. Plus trop de blagues. Hein. Qui fait des blagues? Ah bon, avant, Grégoire, t'étais le premier rigolo. Fais pas genre, tu vois. T'étais un peu un bout en train. Là, tu sens le stress. La 5,5, c'est plus marrant, mec. Tu sens que. Excuse-moi. Bon. Franchement, moi, à mon époque, quand j'étais en 5,5, je stressais moins qu'en 3,5. J'avais l'impression que j'avais tout donné, puis voilà quoi. Il faut essayer d'atteindre ce truc de ouais, c'est bon, j'ai tout fait, on verra. C'est bon. Quentin, ça fait longtemps que je t'ai pas embêté. Ça va, Quentin? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu me dirais de U si U est symétrique et orthogonal? Je vais essayer de faire le produit scalaire entre le produit scalaire de U de x et de U de x. Mais je suis pas sûr que ça mène à grand chose. Enfin, la Alors, norme. comme je vous ai dit, hein, dans ce chapitre, il y a un théorème. Vous entendez symétrique, vous vous dites quoi? Intégonalisable. Voilà, dans une base orthonorme. Walid, tu dis la réponse. Vas-y, Abdelwadoud, bah si tu le sais, vas-y. Ben, Dis-nous. c'est un projecteur orthogonal. Non, c'est pas un projecteur orthogonal. Il y a Rida. Mais Rida de tir, il est pas mauvais là. Rida, pourquoi tu mets pas ta caméra? Assume-toi un petit peu. On a envie de savoir à qui tu ressembles. Mais Alexis veut connaître ses compétiteurs pour les concours là. Bon, il y a Rida qui nous dit nécessairement U carré égale identité. Est-ce qu'il a raison? Ouais. Alors pourquoi, Marco? Bah, moi, j'ai fait un petit calcul. Vas-y. J'ai dit que la norme de x était égale à la norme de u de x. Ça, c'était équivalent à ce que le produit scalaire de xx était égal au produit scalaire de u de x. Ok. Et, après, je me demande si on peut pas sortir les u de x du produit scalaire et ça fait u rond u égale. Non, en fait, ça voudra dire que U carré de X, scalaire X, Ouais. égale norme de X au carré, mais en fait, c'est pas ça qui permet de conclure. Ce qui permet de conclure, c'est symétrique, c'est diagonalisable, dans une base orthonormée. Si je suis diagonalisable dans une base orthonormée, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe... Ça veut dire il existe E1, E1, EN, tel que E1, EN qu'on appelle grand B,
telle que la matrice de U dans la base B, c'est égal à alpha 1, alpha n. Là, je viens d'exploiter le fait que ce soit symétrique. Comment j'exploite le fait que ce soit orthogonal? La norme de... Vas-y, Eurydice. Eurydice, elle a voulu participer. Vas-y, Eurydice. On utilise le fait que transposer de la matrice fois la matrice, elle sera égale à l'identité. Alors, plus simplement, quand je suis un endomorphisme orthogonal, nécessairement, quelles sont mes valeurs propres? Si je conserve la norme, mes valeurs propres, ça peut être quoi? 1 moins 1, non? Bah oui, absolument, Grégoire. C'est 1 ou moins 1. Donc, en fait, c'est plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Ouais. OK? Et un endomorphisme diagonal, enfin, une matrice diagonale où chacun des coefficients vaut plus 1, moins 1, qu'est-ce que c'est? Une symétrie? Une symétrie comment? Bah, orthogonale. Une symétrie orthogonale. C'est pour ça, des lois d'août, je pense que tu as confondu projecteur orthogonal et symétrie orthogonale. OK? Et donc ça, c'est une symétrie. Alors, au cas où on ne sait pas, on peut se dire, mais pourquoi y? Alors, y, déjà parce que au carré, ça fait 1. Et cette matrice au carré, si j'appelle ça A carré égale identité. Quand A carré égale identité, A est une symétrie. Hop, stop, c'est fini. OK? Alors, pourquoi une symétrie est diagonalisable constate déjà? Dites tout de suite, pourquoi quand j'ai ça, A est diagonalisable? Avec, Bah parce que A carré est semblable à... Alors, je suis désolé, on sort du programme de... Est-ce qu'au PC, vous avez ce théorème? Quoi, le théorème spectral? Non, le théorème de si je... Attends 2 secondes, tu le sauras dans 2 minutes. On attend la fin du film. Bah, on prend... Pourquoi quand j'ai ça, A est diagonalisable tout de suite les MP là? Avec des... Enfin, on passe par un polynôme. Alors vas-y, c'est quoi? Ah, polynôme annulateur. Oui, c'est ça, on a le polynôme x carré moins 1 qui est annulateur. Et il a quoi en particulier x carré moins 1? Il y a 2 racines réelles. Plus 1 et moins 1. Plus 1 et moins 1. Tu as dit quoi? 2 racines simples distinctes. Voilà, il est scindé à racine simple. Il n'est pas juste scindé, Quentin. Il est pas juste, tu vois, il est scindé à racine simple, donc il est diagonalisable. Non, vous savez ça, PC ou pas? Non, je pense pas. On a fait des exos là-dessus pour leur démontrer, mais on ne l'utilise pas comme tel. Ok, c'est pour ça. Juste, mais en tout cas, vu qu'il vérifie ça, ses valeurs propres, c'est 1 et moins 1, potentiellement. Et en fait, la taille des espaces propres, bah, ça dépend. Soit c'est l'identité, soit c'est moins l'identité, soit c'est entre les deux, c'est une symétrie orthogonale. Ok? Vas-y, Grégoire. Tu peux rappeler vite fait pourquoi le fait qu'il soit orthogonal implique que ses valeurs propres, c'est forcément plus ou moins 1? Bah parce qu'il conserve la norme. Oui, mais... Alors, justement, oui, d'accord. Okay. Tu vois, si je prends EI en vecteur propre, j'ai U de EI égale lambda I EI. Je passe à la norme, donc ça veut dire valeur absolue de EI égale 1. Excusez-moi. De lambda I, pardon, égale 1. Excuse-moi, juste pour la matrice, vous avez dit que les valeurs propres sont plus ou moins 1. Ouais. On peut avoir une matrice de rotation Rθ au sein de la matrice, genre pas que des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Alors genre, pourquoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En vrai, puisque U est un endomorphisme orthogonal. J'ai pas dit, attention Amine, j'ai pas dit si je suis orthogonal, nécessairement je vaux ça. J'ai dit si je suis diagonalisable et orthogonal. Ah d'accord. Ouais. Effectivement, tu me sors par exemple la rotation d'angle pi sur 4. Tu vois, sa matrice, la rotation d'angle pi sur 4 n'admet pas de vecteur propre. Par définition, quand je refais une rotation d'angle pi sur 4, j'ai pas de vecteur propre. Donc je suis pas diagonalisable et j'ai aucun vecteur propre. Et donc ma matrice, elle n'est pas constituée de plus 1 moins 1. C'est si j'ai des valeurs propres, in that case, it's equal to plus or minus 1. Ça veut dire c'est égal à plus ou moins 1 pour les gens qui ne sont pas très forts en anglais. Ok. Donc, alors Driss, tu t'es même pas dit bonjour, tu arrives en retard. Tu es dans quelle prépa, Driss? Au lycée du Parc. Ah, super. Tu es dans quelle filière? PC. PC ou PC Star? PC Star. Ah bah, est-ce que tu es dans la classe de Arthur Mounir? Oui. Eh ben, tu lui fais un gros bisou de ma part. Ok. Et normalement, cette année, j'espère qu'il est dans les majors. Ah, il cartonne. Ouais, je pense, pour lui, c'était X 2018. C'était un de nos élèves l'année dernière. Honnêtement, il était très bon. Je pensais qu'il était. J'étais pas sûr qu'il fasse 5,5, mais franchement, c'est là.
Là, j'espère qu'il va avoir une parisienne. Enfin, une parisienne. Bref. Ouais, attends. Anyway. Donc, un endomorphisme orthogonal et symétrique, nécessairement, c'est une symétrie orthogonale. OK? Donc, on continue. Ah, là, on va commencer à faire des trucs un peu plus funky. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu plus dur, mais c'est tellement classique. C'est impossible que vous ne l'ayez pas vu. Franchement, c'est genre, si vous n'avez pas fait ce chapitre, ok. Mais si vous l'avez fait, c'est obligé. Alors, soit U, ça commence toujours pareil, soit U un endomorphisme symétrique. Ok. On appelle ρ de U, c'est le max des valeurs absolues de lambda pour lambda appartenant au spectre de U. Mais tu nous sors l'X l'année dernière, PC. Ah non, c'est X tout le temps, c'est tout le temps, c'est tous les ans, c'est pas juste. C'est en fait, c'est tout le temps, les gars. Et quelle que soit l'année, il existe un concours où cet exercice tombe, parce que ça fait partie des exercices à connaître sur les endomorphismes symétriques. Donc, on appelle ρ de U, c'est ça. On appelle norme subordonnée de F ou norme de F. Alors, même si la norme subordonnée est au programme, on la définit en 3 secondes. C'est le sup des normes de F de X, des U de X, pardon. Norme de U égale sup des U de X en norme pour norme de X sur la sphère unité, quoi, sur la boule unité, pardon. C'est le sup des normes de U de X pour norme de X inférieure ou égale à 1. Montrer que si U est un endomorphisme symétrique, ρ de U est égal à norme subordonnée de U. Ça tombe tout le temps. Très difficile de vivre une vie heureuse sans avoir vu cet exercice. Parce que, voilà, c'est pas possible. Et Julien, t'arrives à suivre, hein? Ouais, tranquille. C'est pas mon micro qui fait du bruit? Non, tu l'avais coupé juste avant. Ouais, je l'avais coupé et là, il refait pas du bruit. Si, il refait un peu de bruit, Julien. Bravo pour la lucidité, c'est vrai. Je crois que c'est pour ça. C'est bon. Vas-y, coupe-le, s'il te plaît. Ouais, je le coupe. Merci. Donc ça tombe tout le temps. C'est pas l'X de l'an dernier, en fait. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas, mais ça tombe. C'est obligé que vous l'ayez déjà aperçu. Et j'aimerais vraiment que vous sachiez tous le faire. Et vous n'avez pas besoin de savoir plus de choses que ce qu'on a déjà vu. Juste, j'aimerais que vous développiez un certain nombre de réflexes. Quand vous voyez une égalité où vous avez des max et des sup comme ça, donc là, vous voyez bien d'ailleurs, pourquoi là, petite question comme ça, pourquoi là il y a écrit max et là il y a écrit sup? C'est parce que c'est écrit dans l'énoncé, mais après tout. Pourquoi? Vas-y, Eurydice. Je t'ai pas embêté, t'es nouvelle, mais voilà, on embête tout le monde. Pourquoi là il y a un max et là il y a un sup? Le max, parce que les lambda, enfin la valeur maximale de lambda, elle sera atteinte. Mais pourquoi? Parce qu'on prend le plus grand parmi tous ceux qui existent. Oh, mais là aussi, non? C'est un ensemble fini. Alors vas-y, Quentin. C'est parce que le spectre d'un endomorphisme est forcément fini. Alors très bien. Et d'ailleurs, pourquoi? Réfléchis, pourquoi le spectre, c'est un ensemble fini? Parce que, je sais pas. Le pauvre copain. Laisse-moi tranquille. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Bon. Parce que, il y a au plus n lambda différents. Enfin, si la dimension de l'espace vectoriel c'est n. Ouais, mais pourquoi? C'est les racines d'un polynôme. Vas-y, qui a dit ça? C'est moi. C'est les racines du polynôme caractéristique. Très bien. Les racines, il y a un nombre fini de racines. Sinon, très bien, Yacine. Exactement. C'est le lien avec le polynôme caractéristique. Comme je suis valeur propre si et seulement si je suis racine du polynôme caractéristique, nécessairement le polynôme caractéristique, il n'a que n racines. Et pourquoi je suis valeur propre? Quel est le lien entre être une valeur propre et le polynôme caractéristique d'ailleurs? Ça vient d'où ce truc?
Vas-y, Jeanne. Parce que vu que c'est symétrique, c'est dégénéralisable dans une... Non. Ma question, c'est quel est le lien, d'où vient, c'est une question de cours que je vous pose, d'où vient la notion de polynôme caractéristique finalement? Pourquoi il y a un mec qui a dit, oh, je vais poser qui de U égale? Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Pour faire l'air d'un triangle là-bas, des trucs du genre. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste pour revenir à la notion de valeur propre. C'est juste, j'ai envie que dans votre tête, valeur propre, ce soit égal à un... Ça veut dire quoi, valeur propre? Moins lambda identité n'est pas inversible. Très bien, Abdelwadoud. Lambda valeur propre, c'est soit ça veut dire il existe x non nul tel que u de x égale lambda x, soit ça veut dire u moins lambda identité non inversible, ce qui est équivalent. Donc déterminant non égal 0. Et donc je suis amené à regarder la quantité déterminante de u moins x identité, et c'est un polynôme. Et c'est un polynôme parce qu'on sait pourquoi maintenant. C'est de degré n, et donc il a au max n racines. Donc cet ensemble-là est fini, donc ça a du sens de parler du max. T'es d'accord, Eurydice? Est-ce que tu reconnais que tu as essayé de me carotte? T'es d'accord? À essayer de me pipoter, à me dire ouais, on prend le plus grand. Ok? Alors que là, en fait, je sais. Alors, et cette quantité. Bon, donc c'est parti. On va zéro ce petit exercice. Ta norme de x, c'est bien la somme des xi? Ou c'est la racine de la somme des xi carré? Non, on est dans un espace euclidien. Donc, si par défaut, la norme, ça va être la somme des coefficients carrés. Absolument, la racine de la somme des coefficients carrés. Mais on peut pas faire ça simplement en dessinant la matrice qui correspond? Non, comment tu veux faire ça? Ça, c'est deux choses qui sont très différentes. Hein. Bah, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a fait la même chose en cours et qu'on a fait des dessins pour la maîtrise. Après, le prof, il fait toujours des dessins, donc je sais pas. Alors, franchement, moi aussi, je kiffe faire des dessins, mais là, franchement, c'est juste... De toute façon, quand vous voyez symétrique, à quoi on pense? Je suis symétrique, je suis diagonalisable dans une base orthonormée. C'est tout le temps pareil. Alors, le premier qui trouve un truc, Saban, t'as pas une idée? Pas trop, mais j'ai une question sur la définition de la norme subordonnée. Oui, vas-y, dis-moi. Parce que nous, on a vu que c'était le sup de norme de UX sur norme de X pour X non nul. Ouais. Est-ce que c'est équivalent à l'écriture que vous avez donnée? Absolument. C'est la même chose. On peut montrer, on va pas le faire là, mais ça se montre, c'est exactement la même chose. Okay. Mais c'est pas du coup norme de x égale 1? Oui, Exact, c'est la même chose. Si je mets un égal ici, c'est la même chose. Ok. Bah pourquoi tu mets pas un égal là? Je fais ce que je veux, Grégoire, je suis éducatif. Non, mais vraiment, non, mais il s'avère que dans les l'énoncé que j'ai trouvé, c'est comme ça, et c'est tout le temps, en fait, c'est la même chose. Ça pourrait d'ailleurs être une question, un exemple. Ouais, ça se démontre, ça va se démontrer, ça va être très chiant à démontrer d'ailleurs. C'est juste parce qu'en fait, non, c'est une question d'homothétie. Enfin, c'est une question d'homogénéité, pardon. C'est qu'en fait, quand je divise par norme de x, à la fin, ça revient à... en fait, le maximum, il est nécessairement atteint sur la sphère unité, si vous voulez. Parce que norme de u de x, c'est norme de x fois norme de u de x sur norme de x. Donc, c'est... Regardez. Parce que si x est de norme inférieure ou égale à 1, alors norme de u de x, il est inférieur ou égal à norme de x fois norme de u de x sur norme de x. C'est moche, mais c'est correct. Et ça, et ça, c'est plus petit que norme de u de x sur norme de x. Parce que la norme de x, elle est plus petite que 1.
Autrement dit, le maximum de la norme de U de X, il est nécessairement atteint sur la sphère unité. Excusez-moi. Ouais. J'ai une idée, je ne sais pas si ça marche ou pas. Vas-y, Amine. Alors, excuse-moi, Amine, je t'interromps. Grégoire, tu m'as dit ρ de U n'est pas forcément valeur propre. Si, Non, ρ de U, c'est la plus grande des valeurs propres. Qui non, existe. c'est en valeur absolue. Mais ça peut être moins lambda. Absolument, c'est la plus grande des valeurs absolues des valeurs propres. Oui, des valeurs absolues. Non, parce que je répondais à Samuel qui disait vecteur propre associé à ρ de U. Mais ρ de U n'est pas forcément valeur propre. Exactement, il a raison. Excuse-moi, je n'avais pas vu la question de Samuel. Alors après, justement, on va le corriger. Vas-y, Amine, est-ce que tu as raison, Grégoire? Alors, on a U qui est diagonalisable. Très bien. Et on va prendre une base orthonormale formée de vecteurs propres de U. Absolument. Associée aux valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda n. Yes. On va écrire x sous forme de somme de x1 E1 plus x2 E2 jusqu'à xn En. Absolument. Donc, on pose soit E1 En. En général, ils écrivent comme ça, les profs, BOND, les bases orthonormées de diagonalisation pour U. Ouais. Vous connaissez cette notation, non? Donc, on a U de EI égale lambda I EI. Très bien. Donc, après, toi, tu dis soit X. Vas-y, qu'est-ce que tu dis, Amine? X appartenant à E, tel que X, on peut écrire X qui est égal x1 E1 plus x2 E2 jusqu'à xn En. Absolument. Donc, U de X va être égal à lambda 1 x1 E1 jusqu'à lambda n xn En. Absolument. Et puisque E est orthonormal, on a la norme de U de X au carré va être égale à la somme de I allant de 1 à n des lambda I au carré xi au carré. Je suis d'accord. Et la norme, on a que la norme de X au carré, c'est égal à la somme pour I allant de 1 à n de xi au carré. Ok, donc? Donc, d'après définition de l'exemple, on peut dire que U de X est égal à C'est égal à quoi, Amine? ρ de U de X. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, parce que ρ, c'est égal à max des valeurs propres. Ok. Et on a lambda, pour une lambda valeur propre, lambda I au carré est inférieur à max de lambda au carré, à ρ de U. Donc, ok, peut-être j'ai mal entendu. Donc, ça, si tu m'as dit c'est égal, c'est plus petit, c'est quoi? C'est quoi la ligne que j'ai écrite là? Alors, U de X va être inférieur ou égal. Donc, U de X au carré, en norme. Ouais. Ok. Va être inférieur ou égal à ρ de U au carré. Voilà, ok. Fois X au carré, la norme de X au carré. Voilà, c'était pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, je pense. Ouais. 2 secondes. Oui. C'est très bien, Amine. Donc, vas-y, ok, on y est presque. Donc, on a ça. Alors, ça, c'est quel que soit x quelconque. On a U de X au carré qui vaut ça. Ça, c'est X quelconque. Et ça, du coup, ça marche. Ça va. Oui. Alors, vas-y, comment on conclut, Amine? Comment on conclut un sens? Salut, Mathieu. Mathieu, il a coupé son micro. Et Mathieu, on veut savoir d'où tu viens, tout ça, tu vois. Attends. Salut, Mathieu. Ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Tu es de quelle prépa, toi? De Grignard, à Charlebourg. À Charleroi? J'ai pas entendu. C'est une victoire. C'est la prépa. Le prépa Grignard à Charlebourg. À Cherbourg, pardon. Ok, cool. Ok, super. Ouais. Donc, vas-y, Amine. Alors, on a défini la norme de U comme étant sub de U, la norme de U de X. Du coup, on peut déduire l'égalité. Non. Quoi? Amine, des fois, tu me dis des trucs hyper corrects et après, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis, Amine? Concentre-toi, Amine. Focus. Donc, vas-y. J'ai ça. Après. Là, on doit trouver... Vas-y, Grégoire. Grégoire, il va t'aider. Vas-y, Greg. Ouais, donc ça, c'est vrai pour tout x, donc c'est vrai en particulier pour un x de norme inférieure ou égale à 1. Donc, on va avoir que pour tout x de norme inférieure ou égale à 1, U de X au carré est inférieur ou égal à ρ de U carré. Très bien. Et du coup, comme ça, c'est
Comme ça, c'est vrai pour tout X qui vérifie ça. C'est aussi vrai pour le sup. Voilà, donc on peut enlever les carrés. U de X inférieur ou égal à ρ de U. Excusez-moi, j'ai mis une norme ici, ça n'a aucun sens. Voilà, et donc vu que c'est vrai pour tout X de norme inférieure ou égale à 1, donc le sup des U de X pour norme de X inférieure ou égale à 1 est nécessairement inférieur ou égal à ρ de U. Très bien, Grégoire. Pour passer une inégalité, pour avoir une inégalité à la bande supérieure, on fixe le majorant, évidemment, qui ne dépend plus de X entre là et là, et ensuite on fait bouger X. Et vu que l'inégalité est vraie pour tout X, elle est conservée à la bande supérieure. Et si ici ça avait été une inégalité stricte, elle serait partielle d'inégalité large. Bien joué, Greg. Très bien. Et maintenant, l'autre sens, the other way around. Comment on montre que ρ de U est inférieur ou égal à la norme subordonnée de U? Je crois que c'est vraiment la moitié du problème de l'X de l'an dernier qui a montré ça. Ah non, mais c'est hyper possible. Je ne sais pas si c'est l'XPC. Non, mais là, tu le fais en une question. Nous, on l'avait fait genre en 5-6 questions. Ah non, mais on sait, la PC, c'est une filière pour les gens en réinsertion. Mais c'est pas grave. Bah, nous, on fait de la chimie, quoi. On l'a jamais eu. Voilà, on sait très bien, tu vois. Mais bon. Alors, l'autre sens. Aline, Oui, Jeanne. juste, tu peux expliquer comment ça pose la ligne avec un égal à inférieur ou égal? J'ai pas compris. De là à là? Ouais. Parce qu'ici, les lambda i, c'est toutes les valeurs propres au carré. Moi, je sais que ρ de u, c'est la plus grande des valeurs propres en valeur absolue. Donc, lambda i au carré, c'est toujours plus petit que ρ de u au carré. Donc, j'ai pu passer de ça à, en fait, ρ de u au carré fois la somme des xi carré. Et ça, c'est égal à ρ de u au carré fois norme de x au carré. J'ai factorisé tous les lambda i par ρ de u. Ah, je sais pas, pour moi, la norme, genre, la somme genre de plein de trucs, c'est pas inférieur ou égal au plus grand des trucs. Non, mais la somme des alpha i, bêta i, si tous les alpha i ils sont plus petits que grand A, bah, c'est plus petit que grand A fois la somme des bêta i. Ok. Tu es d'accord ou pas, Jeanne? Bah, je sais pas, 1 plus 2 plus 3, et surtout ça fait à 4, et pourtant leur somme est supérieure à 4. Et donc leur somme elle est plus petite que 3 fois 4, que 4 fois 1 plus 1 plus 1. On coupera ça en montage. Mais oh, d'accord. Je demanderai à la régie de effets spéciaux. Bah, pareil pour mon théorème spectral, le théorème Durand, s'il te plaît. Non, ça c'est quand même pire. Tu vois, donc, je rigole, Jeanne, je taquine. Pour l'autre sens, Samuel, il avait dit à peu près ce qu'il fallait faire. Grégoire l'a démonté un peu, mais il avait Alors moi, dites-moi ce que vous voulez, juste c'est correct. Vas-y Alexis, est-ce que tu l'as fait? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as écrit exactement? Je peux effacer, vous avez bien noté? Et les amis, ça c'est hyper classique. Hein. C'est classical de ouf. C'est sûr que vous allez le voir cette année, c'est sûr. Quand il y a une épreuve d'algèbre, je ne sais pas pourquoi ils adorent ça, le rayon. Ça, comment ça s'appelle ça? Vous savez comment ça s'appelle le rho? Hein? Rayon spectral. Rayon spectral. Voilà, culture générale des 5,5. Alors Sam, il nous dit soit x0 le vecteur propre associé à lambda 0, vérifiant à ta. Alors je lis. Vous avez tous accès au chat, hein? Ouais. Alors. Effectivement, on va considérer le vecteur propre. Bon, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Mais donc on a la première inégalité. Là, on vient de montrer quoi? Excusez-moi. On vient de montrer que norme subordonnée de U inférieure ou égale au rayon spectral. This is good. Ensuite, Samuel il nous dit soit x0. Vas-y, mets ta caméra, Samuel, c'est plus simple là. Tu veux pas parler? Il est timide. Bon, soit x0 tel que U de x0 égale lambda x0 et valeur absolue de lambda égale ρ de U. Ouais. Ok, alors,
norme de U de X, norme de U de X0 est égale à valeur absolue de lambda fois norme de X0. Donc U, si vous voulez, X0 est non nul. Donc on a U de X0 sur norme de X0. Ça appartient à la sphère unité et sa norme, c'est égal à ρ de U. Avec X0 sur norme de X0 qui est de normes inférieure ou égale à 1, c'est même de norme 1. Donc en fait, vu que la norme subordonnée de U, c'est le sup des U de X pour norme de X inférieure ou égale à 1, et qu'en fait le ρ de U il est atteint, c'est que nécessairement, norme subordonnée de U, il est supérieur ou égal à ρ de U. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Samuel. Merci Samuel, je t'ai compris. Est-ce que vous êtes d'accord? De manière générale, quand vous avez deux quantités, un c'est le max, l'autre c'est le sup, ce genre de choses, quand on veut faire des inégalités sur ça, on fait toujours des doubles inégalités et on essaye, on essaie de faire des manipulations pour arriver à un résultat qui va bien. Est-ce qu'on est d'accord? On l'a fait un peu vite. Effectivement, en général, dans les écrits, vous avez 2-3 questions intermédiaires, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas dur. On l'a fait ensemble. Non, sincèrement, s'il y en a qui n'ont pas capté, je vous dis, n'hésitez vraiment. Franchement, si y a quelqu'un pour qui c'est chelou? Isor, t'as pas parlé aujourd'hui. D'habitude, hein, tu nous soumets tes démonstrations, tes réflexions, tes remarques. Tu es timide, il y a beaucoup de gens. Ouais, c'est ça, je suis timide. Non mais, est-ce que tu as compris ce que nous avons fait? Ouais, c'est bon. Yacine, t'es d'accord avec nous, hein? Ouais. Ok, cool. Eh bien, on va passer à autre chose. Non. Dis-moi, Grégoire, vas-y. Non, rien, juste je lis, mais efface pas. Ok, j'efface pas, on va faire... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, pas mal. Jamais les exercices d'une ligne, hein. Vous avez compris, hein, les exercices d'une ligne, c'est genre les questions en plein milieu d'un sujet qui sont relous. Et en fait, c'est bien de les avoir déjà vus, hein, pour qu'on les fasse. Donc, typiquement, ça commence toujours pareil, soit U symétrique. Soit U un homomorphisme symétrique dans un espace vectoriel de dimension finie, avec dimension de E égale N. Et qui vérifie, vous savez tous comme j'aime les résultats sur la trace de U égale 0. Montrer qu'il existe X appartenant à E, tel que U de X scalaire X égale 0. Very beautiful exercise. Et en fait, la deuxième question qui est un peu relou, mais qui est quand même hyper classique. Vous savez, hein, une matrice de trace nulle, elle est semblable à quoi nécessairement? Matrice à diagonale. Voilà. Ah, on sait, Abdelwadud, il a bossé le cours. Ça fait plaisir. Il a travaillé les maths en tête, il nous a obéi. Et c'est vrai. Et une des manières de le montrer, c'est de passer par ce résultat. Mais déjà, cette question-là, j'aimerais qu'on la fasse parce qu'elle n'est pas non plus complètement triviale. Et ça peut parfaitement tomber. Walid? Oui, Jeanne. J'avais une autre question, mais juste, tu peux expliquer comment est-ce que tu arrives à la ligne avec une flèche? À la ligne avec une flèche. Ça? Oui. Parce que la norme subordonnée de U, c'est le sup des normes de U de X avec norme de X inférieure ou égale à 1. Donc tu considères la sphère unité, genre je fais un dessin, tu vois, bon, considère la sphère unité et tu prends la boule unité, pardon, et tu prends la plus grande des normes de U de X pour X appartenant à la boule unité. Ok? Sauf que là, je t'ai trouvé un vecteur sur la sphère, donc sur la boule, j'ai trouvé un vecteur de norme 1 dont la norme vaut ρ de U. Bah donc, le sup de ça, nécessairement, il est plus grand que ρ de U. Moi, j'ai trouvé
La norme, je suis coordonnée de U, c'est la plus grande des normes de U de X pour X se baladant là-dedans. Sauf que j'ai trouvé un petit vecteur là en rouge, clac, celui-là, bah, ça vaut ρ de U, la norme de U de ce vecteur. Donc le plus grand de tous les U des normes de U de X, il sera nécessairement plus grand que ρ de U. Ok. Sounds logical, right? Yeah. Non, c'est... On comprend ça montage. Ouais, Rudy, t'es impressionné par mon accent anglais. Ouais, Grégoire. C'est normal que j'ai trouvé que le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1, il marche. Non, pas du tout, Grégoire. Grégoire, il est chaud. Grégoire, là, je suis content. Là, je sens que t'es prêt pour les concours. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'as fait exactement? Ah, bah, je suis bourriné. J'ai écrit lambda 1, lambda n fois x1, xn. J'ai écrit la matrice, ça donne la matrice lambda xi jusqu'à lambda n xn. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? On considère ça. Tu as pris une base de diagonalisation? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, pardon. J'ai pris une base de vecteurs propres de U. Okay. J'ai écrit U sous la forme diagonale des lambda 1, lambda n. Ok. J'ai multiplié ça par un vecteur x, x1, xn. Ok. Ça m'a donné un vecteur, donc lambda x1, lambda 2, x2, lambda n, xn. Okay. Ensuite, j'ai écrit matriciellement le produit scalaire de mxx, ce qui fait transposer de x fois mx. Ça fait la somme des lambda i carré. Ok. Et on sait que comme la trace de u égale à 0, la somme des lambda i est nulle. Donc si tous les xi carré valent 1, ça marche. Ouais, c'est pas forcément 1 à 1, mais n'importe quel vecteur dont le vecteur formé de 1 ou moins 1. Genre. Franchement, mec, beau gosse, t'as raison. Grégoire nous a dit, je vais faire l'inspecteur. Je prends, donc on sait qu'il existe une base B, telle que la matrice de U dans la base B, c'est égal à lambda 1, lambda n, parce que U est symétrique, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Ok. Donc ça c'est U. Si maintenant, si je prends x égale x1 e1 plus 3 petits points plus xn en, j'ai U de x, ça vaut x1 lambda 1 e1 plus talala plus xn lambda n en avec les lambda i ici. Ok? Vu que E1 et N c'est une base orthonormée, parce que c'est diagonalisable dans une base orthonormée, U de x scalaire x, finalement c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des xi carré fois lambda i. I variant de 1 à n. Ok? Moi je cherche x, un vecteur x tel que ça fasse 0. Or, trace de U, ça fait combien? Ça fait la somme des lambda i. Donc si x égale 1, 1, 1, combien? Franchement, mec, vous êtes bien, ouais. Il y avait le vecteur nul aussi, mais ça c'est facile quoi. Ouais, non, en fait, il fallait x non nul. Je me demande, je vous l'ai pas dit? Non. Ouais, mais Grégoire, il avait compris, vous voyez? Il comprend même les hypothèses qui ne sont pas données dans l'énoncé. X différent de 0. Driss, t'as l'air subjugué par la démonstration de Grégoire. Ça va. Tu te dis, ouais, c'est ton compétiteur, lui aussi, il a en PC, toi. Ouais, cette année, ça va être chaud d'avoir l'X, Driss. Ça, il va falloir que tu ailles au bout de tes limites. Moi, j'ai 2 étoiles. Ah ouais, Grégoire, là, dans son de ça, il y a des étoiles qui veulent rien dire. Là. Il y a un PC 8 étoiles. Bref. Donc, anyway. Donc, franchement, beau gosse, bien joué. Vous êtes d'accord? Saban, t'es d'accord avec nous? Ouais, tranquille. Alors, j'ai pas trop envie de trop dépasser. Ce que je vous propose, je vais vous donner l'énoncé du dernier exercice que j'aurais vraiment aimé que vous sachiez faire. C'est sur les inégalités sur les coefficients d'une matrice orthogonale. Soit M. Alors, soit M, une matrice orthogonale. Montrez que la somme des MIJ, normalement vous l'avez vu, mais bon, je ne sais pas.
pour IJ entre 1 et n en valeur absolue est inférieur ou égal à n, est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues de MIJ pour IJ entre 1 et n est inférieur ou égal à n racine de n. Ça, c'est un exercice qui est vraiment hyper classique. Il est un peu... Voilà, vu que là, il est un peu tard et j'ai pas le concept, c'est que j'ai pas envie de le garder non plus trop longtemps. Donc là, ici, on a 3 inégalités. 1, 2 et 3. Et en fait, l'idée, c'est de s'entraîner sur... L'idée, c'est de dire, quand j'ai une matrice orthogonale, donc une matrice qui conserve la norme, quelles sont les informations que je peux avoir sur cette matrice? Par exemple, alors vous savez que quand une matrice est orthogonale, son déterminant, nécessairement, il vaut combien? 1 ou moins 1 1 ou moins 1. Parce qu'il y a plusieurs manières de caractériser les matrices orthogonales. Je conserve la norme. Mon inverse est égal à quoi? Moi-même. Ah non, ma transposée. Voilà. Mon inverse est égal à ma transposée. Donc, est-ce que la réciproque est vraie? Donc, mon déterminant fois le déterminant de la transposée égale 1. Comme le déterminant de la transposée, c'est égal au déterminant de la matrice, ça veut dire que le déterminant au carré vaut 1. Donc, je vaux 1 ou moins 1. Est-ce que la réciproque est vraie? Évidemment, non. Vous pouvez trouver cette matrice-là 2, 1 demi. C'est une matrice dont le déterminant vaut 1. Pourquoi ce n'est pas une matrice orthogonale, ça, Yacine? Faudrait voir si elle conserve la norme de... Mais elle regarde sa tête. Est-ce qu'elle peut conserver la norme? Non. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois le premier vecteur, 2 fois E1 et l'autre 1 demi fois E2. Exactement. Et pourtant, le déterminant vaut 1. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, par contre, quand une matrice est orthogonale, on a quand même des inégalités sur les coefficients. Une matrice orthogonale ne peut pas valoir n'importe quoi. La taille de ses coefficients est quand même calibrée. Parce que vu qu'elle transforme une base orthonormée en une base orthonormée, ça veut dire que quand j'ai U de E1, U de EN, en fonction de E1, EN, on considère une matrice orthogonale. Vu que la matrice orthogonale est la matrice d'un endomorphisme orthogonal. L'endomorphisme transforme la base orthogonale dans une base orthonormale dans une base orthonormale. Ça veut dire que les différentes matrices colonnes sont des matrices dont chacune a une norme 1. Donc en fait, ici, c'est que des coefficients déjà compris entre moins 1 et 1. C'est genre 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1, c'est des petits coefficients ici, dont la somme des carrés dans chacune des colonnes vaut 1. Et par ailleurs, l'ensemble de ces coefficients vérifie certaines propriétés. La valeur absolue de la somme est majorée par n, la somme des valeurs absolues est minorée par n et majorée par n racine de n. Grosso modo, quand vous êtes dans les espaces euclidiens et qu'il faut faire des inégalités, à quoi on pense directement? Oui, Marco. À l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, Marco, il est chaud, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, bam, il donne des bonnes réponses. Il a raison, Marco. Donc ça va être en lien avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Genre, il faut choisir deux vecteurs qui marchent, c'est ça? Non, en fait, il y a plusieurs choses. Soit, il y a aussi un dernier truc. Quand on considère une matrice quelconque, à quoi correspond la somme de tous ces coefficients? Soit A une matrice. Quelque chose qui est un truc avec la norme. La somme de tous ces coefficients correspond à quoi? C'est la trace de la transposée de n pour n. Non, ça c'est la somme des carrés des coefficients ici. Ah, les carrés, ouais. Je crois que... Il y a Romain qui nous dit sa norme 1. Non, sa norme 1, c'est ça. Mais moi, je voulais dire d'un point de vue algébrique. Vas-y, Saban. Si on prend x, le vecteur avec que des 1, c'est transposé de x à x. T'as dit quoi? Et... Répète. Si on prend le vecteur x. Si on prend le vecteur x colonne 1, c'est transposé de x à x. Du coup, c'est ax scalaire x. Exactement. C'est ax si x égale 1, 1, 1, 1. En fait, quand je fais a fois x, en fait, chacune, si je fais a fois 1, 1, on est d'accord que chacune des la première ligne, ça va être la somme des a 1 i fois i variable de 1 à n fois 1. Là, la somme pour
i variant de 1 à n des A2i fois 1 et jusqu'à la somme des coefficients a, n, i pour i variant de 1 à n. Et après, quand je veux obtenir la somme de ces coefficients, eh ben, je fais la transposée de ça, scalaire ça. Soit je fais transposée de ça fois ça, soit je fais ça, scalaire ça. Donc en fait, la somme des AIJ, c'est égal à AX scalaire X. Avec X qui vaut ce vecteur-là. Et du coup, on a directement la première inégalité. Absolument. Pourquoi ça va? Parce que comme on a, enfin, là c'est M qui est orthogonal, ça c'est inférieur ou égal à norme de MX, norme de X. Exactement. Qui est égal à norme de X carré. Exactement, bien ouais. Et là c'est N. Bien joué. Et ouais, c'est chaud les concours. Il y a des mecs chauds. Je vais pas vous laisser trop tard. Même si j'ai envie, je pourrais faire ça pendant des heures. J'avoue, je kiffe ça. L'algèbre, les matrices et tout ça, c'est mes meilleurs amis. Je kiffe ces trucs. La semaine prochaine, on ne pourra pas le faire parce que le lendemain, c'est le début des stages. Donc nous, on commencera les stages le 19, la semaine du 19 et la semaine du 26. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter via le site, qu'ils nous contactent directement. J'ai essayé d'être rapide, hein, c'est le même concept. Évidemment, on ne peut pas être complet. Hein. En 1 heure, 1 heure et quart, on ne peut pas faire non plus des milliards de trucs. Mais par contre, après les vacances, je pense en courant du mois de mars, on en fera d'autres et on fera aussi de l'analyse de toute façon et des probas et tout. On en fera quelques-uns jusqu'au concours. Ok? Sur ce, les amis, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. Vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, c'était à peu près clair? Techniquement, ça marchait bien, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Ouais. Malheureusement. Toujours. Merci, c'est sympa. Donc, les amis, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Samuel. J'espère que vous supporterez les Real Madrid mercredi. Je sais pas, je sais que vous êtes du PSG, mais moi je suis un supporter de Zidane avant tout, comme vous pouvez l'imaginer. On a certains points communs du point de vue capillaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous redonne mon adresse mail. Hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est ça. Ok, à très bientôt les amis. Ciao. Ciao, Walid. Ciao.